Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2019. Donc déjà, bonne année les gars, voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite également la santé, hein, c'est le plus important comme on dit. Voilà, que tous vos projets se réalisent, que ce soit au niveau de l'école, que vous ayez vos diplômes, et si vous travaillez, que vous ayez plein d'augmentations. Bref, voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et donc, pour attaquer cette année 2019 sur la chaîne, on va définitivement clôturer l'année 2018 avec une vidéo que je fais chaque année sur la chaîne, à savoir donc le bilan de l'année, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Je préfère le repréciser, ça me paraît normal. Enfin, normalement, je ne devrais pas le faire, mais voilà, je l'ai déjà dit à chaque fois, mais sur Internet, on est obligé de le faire. C'est totalement personnel. Ce que moi, je vais par exemple trouver cool, peut-être que certains vont trouver ça mauvais. Et inversement, si j'ai mis un truc en top que vous n'avez pas apprécié, il n'y a pas de souci. Et inversement, c'est pareil. Si j'ai mis un truc en flop que vous avez apprécié, pas la peine de m'attaquer avec une fourche. Ça va aller, hein. Bref, du coup, voilà. C'est également possible que j'ai pas mis un truc en top ou en flop et que j'ai en fait totalement oublié. C'est totalement possible. Hein, j'ai pas une très bonne mémoire. Donc voilà, j'ai vraiment mis ce qui m'a marqué, que ce soit positivement ou négativement. Vous savez quoi? On va commencer avec ce que j'ai aimé. Voilà, contrairement aux dernières vidéos, on va inverser. Je vais commencer par ce que j'ai aimé et on finira par ce que j'ai moins aimé. Alors au niveau des tops, j'ai mis SmackDown. Alors on est bien d'accord, SmackDown, attention, ça n'a pas été parfait, qu'on soit bien d'accord. C'est pas le SmackDown d'il y a 2 ans, hein. Moi ça m'a vraiment marqué, je sais pas vous, les SmackDown de la deuxième partie de 2016 jusqu'à je dirais WrestleMania 33. Pour moi cette période-là, on avait des SmackDown qui étaient excellents chaque semaine. Là je dirais pas qu'ils sont excellents chaque semaine, mais contrairement à Raw, pour moi ça fait totalement le taf. L'avantage qu'a SmackDown, je ne vais pas me répéter, je le dis à chaque fois, c'est que ça dure 1 heure en moins. Donc forcément, tu as moins de matchs bouche-trou, tu as moins de storyline à la con. Ce n'est pas parfait, hein. Tu as des segments par exemple qui ne m'intéressent pas. Par exemple, R-Truth et Carmella avec leur dance break. Si vous aimez, tant mieux. Moi, en tout cas, c'est vraiment pas le cas. Par exemple. Mais globalement, c'est quand même très solide, ça passe très bien. Je passe rien quand je regarde SmackDown, contrairement à Raw. Raw, en fait, je fais avance rapide pendant tout le show. Donc voilà, moi j'ai décidé de mettre SmackDown en top. C'était pas exceptionnel, mais pour moi ça a fait le taf presque toute l'année. Je me suis rarement posé devant SmackDown en me disant putain mais qu'est-ce que c'était mauvais cette semaine. Et du coup voilà. Ensuite, autre top que j'ai décidé de mettre, j'ai mis NXT. Ça me paraît évident. Alors quand je mets NXT, ça englobe tout, que ce soit les shows hebdo, que ce soit les règnes, les champions, l'utilisation des personnages, le développement des personnages, des rivalités. Je mets également, bien évidemment, les takeovers qui sont toujours excellents. J'ai en tête NXT Takeover Orlando, qui est pour moi le meilleur pay-per-view WWE de l'année. Sans déconner, il est incroyable ce show. Tu te prends une claque du début à la fin. Il n'y a absolument rien à jeter de ce show. Et voilà, voilà, comme chaque année, NXT, c'était un pur régal. Et voilà, ça me paraissait évident de mettre ça en point positif, bien évidemment. Avant de continuer au niveau des tops dans ce bilan de l'année, je préfère le dire, je ne vais pas évoquer 205 Live et NXT UK, tout simplement car je ne regarde pas ces shows. Je sais que c'est bon, en tout cas les retours sont très positifs au niveau de ces deux shows, mais je vais ni mettre ça en top ni mettre ça en flop vu que je ne regarde pas. Ça me paraît normal, mais je le précise quand même. Ensuite, j'ai décidé de mettre Ronda Rousey. Alors Ronda Rousey, je ne suis pas son plus grand fan, je pense que vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je trouve qu'au niveau des promos, c'est limite catastrophique par moment. Je trouve qu'elle ne sait absolument pas gérer un public. Après, c'est que mon avis, bien évidemment. Mais comment ne pas la mettre en top? Sans déconner. Je veux dire, je vais le rappeler, c'est sa première année dans le monde du catch. C'est-à-dire que elle découvre ce business et je trouve qu'elle l'a découvert d'une très belle manière. Elle s'est très très bien débrouillée toute l'année au niveau de ses matchs en fait. Au niveau de ses matchs, elle a assuré toute l'année, que ce soit contre Charlotte, Nia Jax, son match à WrestleMania, qui était vraiment réussi. Non, voilà, je veux dire, Ronda Rousey, elle n'a pas forcément eu de moments cringe dans l'année, elle n'a pas eu une rivalité qui l'a enterrée.
Les seuls vraiment mauvais matchs qu'elle a fait, je trouve, c'est contre Alexa Bliss. Mais à part ça, je veux dire, elle a eu une belle année. Tout du long, elle a été performante, elle a enchaîné les bons matchs. Et du coup, ben voilà, je trouve que c'est une année totalement réussie pour The Baddest Woman on the Planet, qui, il faut quand même le préciser, sourit beaucoup trop pour une meuf qui est soi-disant badass. Ensuite, j'ai mis Paige, General Manager de SmackDown, puisque malheureusement Paige a dû annoncer sa retraite plus tôt cette année, et j'étais vraiment triste pour elle, puisque ben, moi c'est une catcheuse que j'aimais beaucoup à la base. Et quand elle a été annoncée JM de SmackDown, bah déjà de 1 ça m'a fait vraiment plaisir, et puis bah, surtout j'étais assez intéressé. J'étais intrigué de voir ce qu'ils allaient faire, comment est-ce qu'elle allait être présentée tout simplement, et est-ce que ça allait prendre. Et au final, bah, je trouve qu'elle a fait un très très bon travail toute l'année en tant que GM de SmackDown. Malheureusement, elle a été démise de ses fonctions avec le retour des McMahon, la famille McMahon, ce qui est d'ailleurs bien dommage. Autant pour Raw, ça me dérange absolument pas puisque les GM de Raw me cassaient les couilles. Kurt Angle était présent H24. Baron Corbin, j'ai même pas besoin d'en parler, sans déconner. Et je trouve que Paige était très peu présente dans le show, mais à chaque fois qu'elle était là, il n'y avait aucun moment chiant, c'était pas cringe. Elle était plutôt à l'aise au micro. Et non, vraiment, je sais pas si c'est que moi, mais je trouve que les GM de SmackDown sont largement meilleurs que ceux de Raw. Avant, c'était Daniel Bryan, et pareil, il faisait un très très bon travail. Et Paige aussi, je trouve qu'elle s'est vraiment bien débrouillée. Et du coup, bah, c'est dommage qu'elle ne soit plus GM de SmackDown. Je sais également qu'il y a le film autour de sa famille qui va bientôt sortir. C'est sûrement pour ça qu'elle n'est plus là au niveau des écrans de la WWE. Une fois que le film sera sorti, je pense qu'on la verra, du coup, on la reverra. Mais du coup, voilà. Ensuite, j'ai décidé de mettre le catch féminin, tout simplement. Vous le savez aussi, je pense, je ne suis pas le plus grand fan du catch féminin. Je ne suis pas le mec qui va militer forcément pour les titres par équipe qui vont d'ailleurs bientôt arriver. Ça, j'en parlerai en temps et en heure quand les championnes seront couronnées. Mais au-delà de ça, voilà, j'ai envie de mettre en avant le catch féminin cette année, enfin l'année dernière du coup. Pour moi, ça a vraiment été limite le point positif de 2018. Je trouve que pour une fois, la VE nous a moins cassé les couilles avec elles vont écrire l'histoire. Pourtant, on a eu le premier Elimination Chamber match féminin. On a eu le premier pay-per-view 100% féminin. Honnêtement, à part la surpromo autour de WWE Evolution, je trouve qu'ils n'ont pas été très casse-couilles là-dessus par rapport aux dernières années. Ils ont été moins forceurs là-dessus. Mais je veux dire, les catcheuses ont vraiment assuré. On a eu beaucoup de bons matchs féminins cette année en pay-per-view. Je ne vais pas tous les citer, mais tous les matchs de Ronda Rousey étaient presque tous quali, à part contre Alexa Bliss, encore une fois. Les matchs entre Charlotte et Becky Lynch étaient géniaux. Le main event de TLC, le Chamber match féminin était cool. Le Money in the Bank féminin était cool aussi. Seul le Rumble match, en fait, ne m'a pas plu. Mais à part ça, je trouve qu'on a eu des bons matchs féminins presque toute l'année. Et du coup, ben voilà, bravo mesdames, vous avez assuré. Et pour une fois, on ne nous a pas cassé les couilles à base de oh là là, la VE va écrire l'histoire, ou là là, les femmes écrit l'histoire, parce que ça c'était vraiment insupportable. Mais voilà, pour moi 2018 c'est limite l'année des femmes à la WWE. Ensuite, dans la continuité, j'ai mis le push de Becky Lynch, du coup qui a fait son fameux heel turn. Bon, finalement, actuellement, elle est plus twinner que heel. Mais voilà, ça fait tellement plaisir de voir Becky Lynch qui est redevenue championne, ça lui a fait vraiment du bien. Elle en avait besoin, c'était mérité. Hein, en plus de ça, on va pas se mentir. Moi, c'est une catcheuse, ça me faisait de la peine de la voir là où elle était. Pour moi, elle méritait mais beaucoup plus de mise en avant que ça. Et du coup, cette deuxième partie d'année 2018 a été une pure réussite pour Becky. Il faut dire les choses comme elles sont. À l'heure actuelle, c'est la catcheuse slash catcher le plus over à la WWE. Et c'est assez incroyable. Et on se dirige très probablement vers un Becky Lynch Ronda Rousey à WrestleMania. Et ça va être super cool. C'est pas impossible que Charlotte vienne se glisser dans le match. Ça me dérangerait pas plus que ça. Mais si on a Becky Lynch contre Ronda Rousey, take my money. Hein. Mais au-delà de ça, voilà, Becky Lynch, elle a fait une deuxième partie d'année vraiment énorme. Elle a été incroyable. Son heel turn sur Charlotte, il était phénoménal. Quand elle a gagné le titre, c'était énorme. Non, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Becky, elle assure au micro, elle assure dans le ring.
c'est la catcheuse la plus over de la WWE. Et bravo Becky tout simplement. Ensuite, j'ai décidé de mettre le retour de Daniel Bryan. Alors bien évidemment, Daniel Bryan, il a eu des highs, il a eu des lows. Cette année, il n'a pas été super bien booké toute l'année. On se souvient bien évidemment de cette atroce rivalité contre Big Cass, qui était à base de moi je suis grand, toi tu es petit, moi je suis fort, toi tu es faible. Au final, l'un est WWE Champion, l'autre est sur les indies en train de galérer. Au-delà de ça, voilà, je veux dire, ça m'a fait super plaisir. Quand j'ai vu la news, j'en revenais pas, limite, parce que pour moi, c'était mort. Pour moi, vraiment, Daniel Bryan, en tout cas, ne recatcherait plus à la VE selon moi. Pour moi, c'était impossible. Et quand j'ai vu la news, j'étais trop content. Et au final, il n'a pas eu une si mauvaise année que ça. Bon, bien évidemment, il est devenu champion à la fin de l'année, mais il a quand même fait plusieurs bons matchs, que ce soit en weekly ou bien même en pay-per-view contre le Miss, par exemple. Et du coup, voilà, je trouve ça incroyable de se dire que c'est limite devenu normal. On se dit plus, putain, c'est incroyable, Daniel Bryan, la vieux le laisse à nouveau catcher. Alors que c'est limite un exploit. Vu comment c'était parti, c'était vraiment très très mal embarqué pour le revoir catcher. Enfin bref, voilà quoi. Ça m'a fait super plaisir de retrouver Daniel Bryan. Ensuite, alors, j'ai mis ça en top, mais c'est un mini top. Je préfère vous le dire, c'est pas genre mon coup de cœur de l'année. C'est le heel turn de Randy Orton. Alors, je vous le savez aussi, je pense, je ne suis pas un très grand fan de Randy Orton, et encore moins de Randy Orton face. Pour moi, Randy Orton face, c'est la fadeur de la fadeur. Tu ne peux pas faire plus fade, plus inintéressant que ce catcheur. Et il avait grandement besoin d'un heel turn. Tout le monde voulait un heel turn de toute façon. Les fans, lui aussi. Lui, il faut savoir que ça fait plusieurs mois qu'il militait pour faire un heel turn. Parce que Randy Orton n'est pas fait pour être face. Il y a des catcheurs qui sont faits pour être face. Il y a des catcheurs qui sont faits pour être heel. Randy Orton est plutôt dans la deuxième catégorie. Et il l'a encore prouvé. Ce côté très posé quand il attaque ses adversaires, on a l'impression que c'est un psychopathe. Et voilà, il suffit de voir sa rivalité contre Jeff Hardy, ou bien même contre Rey Mysterio. Voilà, c'est ce Randy Orton-là qui donne envie. C'est ce Randy Orton-là qui est intéressant. Alors oui, il n'a pas gagné de titre majeur, c'est vrai. Il a eu deux petites rivalités, on va dire, contre Jeff Hardy et Rey Mysterio. Mais si vous voulez mon avis, c'est pas impossible qu'on retrouve Randy Orton dans la main event scene plus tard dans l'année. Pour moi, c'est même pas impossible qu'on ait un match à WrestleMania entre lui, par exemple, et AJ Styles. Donc voilà, moi, voilà, c'est un petit pronostic que je prends pour cette année 2019. Je pense qu'on aura le retour du grand Orton qui retouchera en fait au titre majeur. En tout cas, si c'est ce Orton-là, en tant que heel, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais du coup, voilà, je voulais quand même le préciser. Pour moi, il avait vraiment besoin d'un changement dans sa carrière. Et pour moi, ce heel-turn lui fait quand même du bien. Et enfin, le dernier top de ce classement, eh bien, c'est la rivalité entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Je ne vais pas y rester très longtemps, mais très clairement, voilà, c'était le truc que je voulais voir en 2018 et ils ne m'ont absolument pas déçu. La rivalité a été incroyable. Leur match, j'en parle même pas. Je veux dire, c'était une équipe que j'adorais, DIY. Et quand j'avais vu la trahison de Tommaso Ciampa à TakeOver Chicago, je ne voulais voir que ça. Je ne voulais voir que ces deux-là se rentrer dedans. Et finalement, à TakeOver Orlando, ils se sont enfin rentrés dedans. Et j'étais comme un gosse. J'ai vraiment hypé. J'étais trop hypé. J'ai marqué comme pas possible. J'étais vraiment à fond dans la rivalité. Et en fait, les mecs qui se sont affrontés 3 fois, dans des matchs en plus de ça qui se ressemblent quand même au niveau des stipulations. Et au final, les 3 matchs sont excellents. Vraiment. Je veux dire, bravo les mecs, vous avez assuré. Je sais plus c'est pour quel match, pour quel pay-per-view. Il y a une vidéo promo pour leur match, justement. Ça doit être pour TakeOver Orlando. La vidéo, elle est exceptionnelle. T'as une musique qui te fait limite penser à du Batman. Une musique de Batman dans The Dark Knight. La vidéo promo, elle m'avait foutu les frissons vraiment. J'étais hypé, je m'en rappelle. Et tout ça pour dire que pour moi, c'est la rivalité de l'année du côté de la WWE. Maintenant que j'ai dit du bien de 2018 du côté de la VE, là on va faire l'inverse. On va parler de ce qui était beaucoup moins bien. Je pense d'ailleurs que je vais moins y rester sur les flops. Je pense qu'il y a des sujets que je vais assez expédier,
puisque la vidéo dure déjà depuis un bon moment. Donc on va commencer selon moi avec la pire rivalité, et je répète bien, pour moi c'est bien celle-là, la pire rivalité de l'année. C'est la rivalité, pseudo-rivalité entre Bayley et Sasha Banks. Ils nous ont fait un teasing de malade pendant des mois et des mois et des mois. Ça a duré comme pas possible. Je me rappelle, il y avait déjà du teasing aux alentours de Elimination Chamber. Je ne sais plus qui élimine qui dans le Chamber match. Pareil dans la bataille royale de WrestleMania. Je crois que Bayley élimine Sasha Banks. Ils nous ont fait un teasing de psychopathe. T'as Bayley, si je me souviens bien, qui attaque Sasha Banks, qui se met vénère dessus, elle la déboîte. T'as l'autre mongol qui arrive, la Dr. Phil ou je sais pas quoi. C'était le mec qui était également là pour l'équipe Kane et Daniel Bryan. Et finalement, ils ont été faire quoi, 3 séances chez lui. Et ça y est, elles sont redevenues copines. C'est-à-dire que tout ce teasing, pour ça, on aurait pu avoir le grand retour de The vrai boss, Sasha Banks de NXT, la heel Sasha Banks, celle qu'on veut voir depuis qu'elle est montée dans le main roster. Mais non, Dr. Phil a fait un travail si bon que du coup, elles sont redevenues copines. Quel gâchis, sans déconner, quel gâchis. Déjà, c'était trop long dans tous les cas. Même si ça a amené quelque chose derrière, pour moi, c'était beaucoup trop long. Mais tout ça pour ça, quelle merde. Ensuite, l'autre pire rivalité de l'année, en fait juste derrière, on a la rivalité entre Sami Zayn et Bobby Lashley. Je me souviens d'ailleurs de ce fameux segment avec soi-disant les sœurs de Bobby Lashley, qui étaient des hommes déguisés en femmes. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer pourquoi c'était nul? Je ne pense pas. Tout le monde a encore des visions d'horreur quand j'évoque cette feud. D'ailleurs, ça avait déboîté sur un match incroyable. Je crois que c'était à Money in the Bank. Waouh! Quelle rivalité, quoi. Sans déconner, mais quelle rivalité de merde! Waouh! Sans déconner, quoi. Bien évidemment, dans les flops de l'année, eh ouais, c'est triste à dire, mais ouais, le retour de Shawn Michaels dans les rings. Quel gâchis là aussi! Le mec, c'était le seul à avoir tenu ses cojones en disant j'arrête, stop, c'est stop. J'ai assez donné dans ce business et tout le machin. La fin de WrestleMania 26 ne vaut plus rien. Pour moi, elle ne vaut plus rien. Elle a perdu tout son charme et c'est tellement triste parce que cette fin, c'était l'une de mes fins préférées de WrestleMania. Et surtout, tout ça pour ça. C'est-à-dire que le mec sort de sa retraite pour un vieux match tout pété dans ce qui est le pire show de l'année, l'un des pires bousins, l'un des pires gros tas de merde qu'ait fait Vince McMahon avec ce putain de deal de merde avec l'Arabie Saoudite. Tout ça pour ça, putain, quelle déception. Ensuite, dans les flops, j'ai également mis bien évidemment ce fameux deal entre la WWE et l'Arabie Saoudite. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Je ne pense pas. Déjà pour ce qui est de la qualité des shows quand même, que ce soit le Greatest Royal Rumble ou bien même Crown Jewel, faut quand même le rappeler, mais ce deal est sur 10 ans, on va en déguster de la merde, ça va être phénoménal. Et puis surtout aussi, ce deal est un petit peu gênant dans le sens où l'Arabie Saoudite est un pays très peu développé au niveau de ce qui est des droits de l'homme, au niveau des droits de la femme. C'est triste en fait. Moi je trouve ça triste que la VE associe son image avec un pays si peu développé, pas au niveau de l'argent, mais au niveau développé mentalement, quoi. Je trouve que c'est vraiment dommage. Mais bon, bref, l'argent est certainement plus important parce que malheureusement, c'est ça qui domine ce monde, l'argent. Et certains sont prêts à vendre un rein pour de l'argent. Et du coup, voilà quoi. On va déguster de la merde pendant 10 ans. Bon appétit les mecs. Ensuite, en flop, j'ai mis Carmella. Carmella qui est devenue Women's Champion de SmackDown. J'ai mis ça en flop puisque moi, ça me paraît incroyable de me dire que Carmella est devenue championne de SmackDown avant Asuka. Ça me paraît incroyable. Vraiment. Ça me paraît incroyable. Et j'ai mis ça en flop rien que pour le fait que Carmella ait battu Asuka et Charlotte 2 fois. Et en plus de ça, elle a ramené James Ellsworth. Donc rien que pour ça, désolé Carmella, tu méritais de finir dans les flops de l'année. Et en plus de ça, en fin d'année, tu nous casses les couilles avec ton dance break. Définitivement, tu méritais ta place dans ce flop. Ensuite, j'ai mis WrestleMania. Alors, je ne vais pas revenir sur toute la carte.
Je vous invite à aller voir ma review de Mania. Mais comme je l'avais expliqué, pour moi, le potentiel de ce show était absolument énorme. On avait pour moi peut-être la plus belle carte de l'histoire de WrestleMania. Quand tu vois ce que tu as à la fin, pour moi, c'est un flop. Je suis désolé, c'est un flop. Le Lesnar-Reigns mieux booké, ça aurait pu être un bon match, et je le redis. Reigns-Lesnar mieux booké, ça peut donner un match très cool. Et voilà, je ne vais pas tout reciter les matchs, mais pour moi, c'était vraiment un gros flop, parce qu'on a eu un show au final qui était moyen, et au final, le show aurait dû être minimum bon avec la carte qu'on avait, et je trouve que c'est quand même vraiment dommage. Ensuite, j'ai mis la rivalité entre Roman Reigns et Brock Lesnar, puisque on en avait plein le cul de cette rivalité, sauf que la VE, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. On s'est tapé cette rivalité jusqu'à SummerSlam, tout le monde en avait marre. Personne ne voulait les revoir s'affronter, mais les mecs, ils n'ont pas compris. Du coup, on a eu leur match qui était tous pourris en plus de ça, c'est ça le pire. Ils étaient tous mauvais. Leur match de WrestleMania, pour moi, c'est le pire main event que j'ai vu de WrestleMania. Leur match en cage au Greatest Royal Rumble était vraiment pas terrible non plus, avec une fin controversée à la con. Et on a eu SummerSlam qui était bien booké avec Strowman. C'était plutôt bien amené ce qu'ils ont fait, mais le match en lui-même était mauvais. Donc tout ça pour dire que c'était pénible. C'était pénible de voir les deux s'affronter tout le temps. Tout le monde en avait marre, c'est ça le pire en plus. Mais apparemment, les seuls qui n'ont pas compris que tout le monde en avait marre, c'est la VE. Ensuite, j'ai mis Samoa Joe. J'ai mis Samoa Joe puisque Samoa Joe n'est toujours pas champion dans le roster principal. C'est un catcheur que j'aime beaucoup. L'année dernière non plus, il n'a pas gagné de titre, je l'avais mis dans mes tops. Cette année, je ne peux pas le remettre dans mes tops. Pourtant, c'est exactement comme l'année dernière, il a eu des bonnes rivalités, il a même eu des bons matchs contre AJ Styles notamment, mais ça ne suffit pas. Samoa Joe aurait dû gagner le WWE Championship selon moi. Malheureusement, ils n'ont pas capitalisé là-dessus et je trouve que c'est vraiment dommage parce que Samoa Joe, c'est l'un des meilleurs catcheurs au micro et je suis sûr et certain qu'il ferait un très très bon champion du monde. Et je trouve que c'est dommage encore une fois puisque là le mec il est totalement paumé, il est dans une pseudo-rivalité de seconde zone avec Jeff Hardy. Je veux dire, malheureusement, je vois pas Samoa Joe devenir champion du monde en 2019 et je trouve que c'est dommage en fait. Ensuite, en flop, j'ai mis le retour de Bobby Lashley. Tout le monde nous disait que Bobby Lashley allait avoir une grosse année. Je me rappelle, on nous avait teasé un match entre Lashley et Lesnar, pourquoi pas, à SummerSlam. Tout le monde disait que Bobby Lashley allait avoir un monster push. Au final, pas vraiment. Hein. Il n'a pas eu une grosse année quand tu regardes bien. Il a eu quelques matchs intéressants en pay-per-view, notamment un contre Roman Reigns, qui n'était pas dégueulasse. C'est limite son plus gros match de l'année. Hein. Je veux dire, à part ça, franchement, le mec, rien de spécial. Son association avec Lio Rush, je pense pas que ça va donner quelque chose. Donc, ouais, est-ce qu'on peut dire que Bobby Lashley, pour moi, est un flop? Pour moi, oui. Parce que franchement, le mec est pas terrible. Il manque cruellement de charisme. Voilà, quoi. Puis, le mec est pas intéressant, quoi. Ensuite, alors là, c'est plutôt, on va englober les flops venant de NXT, à savoir donc Sanity, Ember Moon et Andrade Cien Almas. Je trouve ça dommage. Alors déjà Sanity, je comprends pas pourquoi ce clan a floppé, puisque justement du côté de SmackDown, c'est toujours les mêmes équipes qui sont mises en avant, The Bar, le New Day, les Usos. Là tu te dis, ok, là il y a une nouvelle équipe qui arrive à SmackDown, c'est cool, ça va donner du sang neuf, et pourquoi pas avoir des rivalités avec Sanity champion contre le New Day, contre les Usos, ou bien même contre The Bar. Au final, pas du tout. Sanity, on les a presque pas vus de l'année, et les seules fois où tu les vois à SmackDown, ils perdent. Je trouve ça dommage. Je comprends pas l'utilisation de Sanity, je vais pas vous mentir. Du côté des femmes, c'est pareil. Ember Moon, catcheuse très talentueuse du côté de Raw, qu'est-ce qu'elle fait de l'année? Rien. Est-ce que vous pouvez me citer un moment marquant de l'année de Ember Moon? Je suis incapable de vous en citer un. Je veux dire, voilà, la meuf, elle fait des petites rivalités de merde à droite à gauche. Elle fait des six-women tag team match. Elle a eu aucun match en pay-per-view en 1v1 cette année. Et je trouve que c'est d'une tristesse absolue. Et c'est pareil pour Andrade Cien Almas. Il a eu, je crois,
comme grosse victoire, je crois qu'il a battu Daniel Bryan ou AJ Styles, ou bien les deux, je sais plus. C'est la seule chose de marquant qu'il ait vraiment fait cette année. Mais à part ça, rien, c'est pareil. Pas de match en 1v1 en pay-per-view. Et j'ai envie de vous dire, mais quel gâchis! C'est d'une tristesse absolue. Le mec, c'est l'un des meilleurs catcheurs à la WWE. En termes de pur in-ring, c'est un talent monstre. Son duo avec Zelina Vega marchait du tonnerre du côté de NXT. Faut quand même rappeler que selon moi, il a fait le match de l'année avec Johnny Gargano lors du premier takeover. Ce match est absolument incroyable. Je vous invite vraiment à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et quand tu vois ce qu'il fait à SmackDown, je trouve que c'est un véritable gâchis. Je pense, cela dit, j'ai de l'espoir. Je pense qu'ils vont mieux l'utiliser cette année. Et je le vois bien devenir, pourquoi pas, genre champion US. Peut-être pas champion du monde, mais pourquoi pas avoir un long règne en tant que champion US. Et ça pourrait être pas dégueulasse parce que quand tu vois la mid-card de SmackDown, quand tu vois que tu as des mecs comme Mustafa Ali, tu pourrais même faire redescendre AJ Styles. T'as Daniel Bryan que tu pourrais redescendre plus tard aussi. T'as du Samoa Joe, du Jeff Hardy, du Randy Orton, du Rey Mysterio. Il y a quand même de quoi faire. Et voilà, j'ai de l'espoir quand même pour ce mec. Mais globalement, c'est quand même du gros gâchis. Et enfin, le dernier flop de cette vidéo, c'est Shane McMahon, Best in the World. Et on va dire le tournoi qu'on a eu à Crown Jewel. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous savez très bien pourquoi est-ce que je mets ça en flop. Personne ne va me contredire. C'était une sacrée idée de merde, on est d'accord? Bon voilà. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous invite bien évidemment à réagir en commentaire sur cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de mes tops, de mes flops? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai pu dire? N'hésitez pas, vous, à faire votre bilan de l'année. Moi, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de 2018? Je pense que je vais choquer très peu de personnes. C'est pas une année que j'ai spécialement très appréciée. Même pas du tout, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, je l'ai ressenti au niveau des commentaires sur ma chaîne YouTube. J'ai rarement eu autant de gens venir me voir pour me dire Mathieu, franchement, je crois que je vais arrêter de regarder. C'est impressionnant le nombre de gens qui ont pu m'écrire ça. Je trouve que c'est incroyable. Ça reflète vraiment la qualité actuellement du produit WWE. Et j'espère qu'on aura une année 2019 de meilleure qualité. En tout cas, on croise les doigts comme on dit. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve en fin de semaine normalement pour une prochaine vidéo. Puis d'ici là, bonne fin de semaine à vous. Allez, moi je vous laisse. Salut tout le monde.